Apolline est géologue et paléontologue de formation, conservatrice du patrimoine chargée des collections au Muséum d'histoire naturelle de Besançon, situé, pour ceux qui connaissent, à la citadelle qui domine la ville, magnifique, et qui comprend des espaces muséographiques, d'animation et diverses collections botaniques, minéralogiques, entomo. Apolline, je vous laisse la parole pour 15 minutes et, comme d'habitude, après 5 minutes de questions. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, merci pour cette belle journée. Alors je me permets, voilà, il y a un petit prompteur, il y a un petit bip. Oui, je crois qu'on peut montrer. Voilà. Il y a une petite différence entre ce que j'ai inscrit dans mon résumé et ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a eu un enrichissement en concertation avec les gens qui animent cette table ronde. Et puis j'espère que vous avez encore un peu d'appétit intellectuel. La journée est riche, il y a beaucoup de portes et de fenêtres qui ont été ouvertes et je vais tenter de continuer à en ouvrir certaines. J'ai déjà étendu mon titre sur le fait que les muséums s'adaptent aussi au changement, pas uniquement les collections. Donc, à brûle-pourpoint, comme ça, de quel changement parle-t-on pour des muséums et des collections naturalistes ? Il y a d'abord, on l'a constaté tous, une révolution technologique et une révolution dans l'innovation technologique, les approches scientifiques. Donc, ça change la nature de la manière dont on fait les prélèvements, par exemple. Il y a une évolution dans le cadre et les périmètres d'action. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui des cadres législatifs et juridiques. Je ne sais pas si vous en parlerez demain, mais c'est un changement qui est quand même assez notable dans notre perception de la nature, particulièrement en France, par exemple. On a un petit peu parlé de ça avec les CEN, mais voilà, ça fait longtemps qu'on essaye d'encadrer et de réglementer la perception de la nature aussi dans la loi française et européenne. Il y a un changement de regard du public autour des collections et des muséums. Donc il faut qu'on s'adapte subtilement, continuellement. Et d'ailleurs, le cadre législatif est aussi un levier. Moi, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais on a parlé de beaucoup de leviers sur notre conception de la nature, sur la manière dont on pouvait l'appréhender. C'en est un énorme en réalité. Et puis, quatrièmement, le type d'objets qu'on collecte, par exemple, des objets matériels ou immatériels, ce qui implique pour nous, là je rentre dans le concret à mon niveau, des changements de mode de conservation et de stockage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un muséum ? Je ne vais pas m'étendre sur l'intérêt des muséums, ce n'est pas le moment de faire un plaidoyer, je pense que vous savez tous à quoi ils servent. Et c'est là qu'on a commencé à étudier la nature. Donc nos établissements, ils sont importants pour l'histoire et pour la science. La place des collections d'histoire naturelle dans les institutions muséales en Europe est complexe. Chaque pays a pris des directions différentes au fur et à mesure des siècles et des décennies. Avec une certaine dichotomie en France entre les musées d'art, d'histoire et les muséums d'histoire naturelle. Le premier qui paraît, c'est le musée d'histoire naturelle national. Voilà, en 1793, on est après la Révolution. Les biens ont été spoliés, les tableaux, les sculptures, les restes archéologiques côtoient les taxidermies, les boîtes d'entomologie dans des lieux un petit peu, pas prévus pour, jusqu'à la naissance des musées. Le muséum de Besançon, entre parenthèses, est né aussi en 1793. On va avoir ce siècle d'expédition, d'exploration scientifique, de découverte, de professionnalisation à tous les niveaux, de grandes découvertes et des lois des sciences qui vont se différencier durant tout le 19e siècle. Et puis, on arrive à la période un petit peu chaotique des deux guerres mondiales, du début du XXe siècle, qui va compliquer tout, en réalité, les finances, la manière d'aborder la nature, la manière dont on va percevoir un tas de choses. Et malheureusement, en France, entre 1940 et 1980, on a une forme de creux de la vague sur la considération des muséums d'histoire naturelle. Et quand on parlait d'amnésie ce matin, voilà, c'est ce genre de cas qui est un petit peu particulier.
En 2002, on va avoir la loi des musées. Les musées scientifiques, jusque-là, qui étaient dans un entre-deux, on va dire, raccordés soit au ministère de l'enseignement, soit au ministère de la recherche, soit au ministère de la culture. C'était pas très clair pour certains établissements. Ici, maintenant, tous les muséums d'histoire naturelle de France sont rattachés au ministère de la Culture. On est sorti en fait du ministère de la Recherche, à part le MNHN. Et on est soumis au Code du patrimoine. Donc le lien sur les territoires avec les composantes naturalistes, il va être complètement dépendant des personnes, des associations, du lien qu'on va avoir réussi à tisser ou à garder avec tous les naturalistes, qui soient experts, scientifiques dans les laboratoires ou amateurs sur le terrain. Ce qui ne s'est pas du tout passé de la même manière en Angleterre, on en a eu un aperçu ce matin. Et puis nous, d'un point de vue de notre ministère, on doit aussi trouver notre place dans ce monde culturel et aux yeux du public. Sachant que les musées, la définition des musées a été revue très récemment. Je ne vais pas vous la lire, je m'étais fait un pense-bête, mais elle est assez longue. Mais elle a été revue et beaucoup discutée au sein d'un consortium international en 2023. Qu'est-ce que c'est que des collections d'histoire naturelle? Alors ça a plein de définitions. Moi j'ai bien aimé reprendre celle notamment de M. Pomian, qui considère des collections visibles et des collections invisibles, du matériel et de l'immatériel. Et en fait, l'objet, il constitue ce lien entre le monde visible et le monde invisible. C'est ce qu'on considère comme la mémoire externe de l'humanité, de la nature. Et c'est comme si on considérait finalement les livres ou les jardins de la même manière. Aujourd'hui, elles servent de support de recherche et doivent rester accessibles à tous. D'où mon introduction sur la recherche et le côté patrimonial du ministère de la Culture. En 2003, l'UNESCO a écrit ces termes: le patrimoine physique ne prend pleinement son sens qu'avec l'éclairage des valeurs qui le sous-tendent. Et réciproquement, la dimension immatérielle, pour sa conservation, doit s'incarner dans des manifestations tangibles, des signes visibles. Vous verrez que ça a une implication sur notre manière maintenant sociologique de voir les collections notamment. Je ne viendrai pas sur cette dernière phrase qui englobe tellement de choses qu'on a déjà abordées aujourd'hui sur la compréhension globale des phénomènes naturels, mais aussi la limite qu'on doit se mettre tous ensemble sur la manière de patrimonialiser et de considérer les objets de la nature et la nature de manière globale. Donc on a parlé des collections et des innovations technologiques notamment qui sont à l'œuvre aujourd'hui et maintenant. Et là, je voudrais juste vous donner un aperçu de 3 sortes de nouvelles utilisations qui ont été décrites par Pellens en 2021. Vous les connaissez, je vais rapidement les balayer, mais on a des nouvelles utilisations en recherche et en technologie, dans la systématique, la biologie évolutive, l'anatomie comparée, etc. L'accès à l'ADN, le séquençage, la fluorescence, tous les outils qu'on peut imaginer, la tomographie, les CT scans, ce qui implique des données derrière. On a aussi amélioré la connaissance des caractéristiques des environnements du passé. On parle de climatologie, mais forcément, quand on parle de climatologie, on parle de paléoclimatologie, de paléo-environnement. Donc toutes ces données, elles sont dans les muséums d'histoire naturelle, notamment, pas que, attention, je marche sur un fil, mais il n'y a pas que les muséums d'histoire naturelle qui conservent des collections naturalistes, on est d'accord. Les universités, tout un tas de structures scientifiques, du BRGM à l'armée, d'ailleurs, détiennent des collections naturalistes. Et puis, on est dans cette utilisation aussi maintenant qui devient évidente de l'ère numérique et la numérisation des objets, l'informatisation des données, les énormes jeux de données. Plus que 5 minutes. Oula, faut que je me dépêche. Alors, je vais avancer. Je voulais vous donner rapidement un aperçu d'un changement de paradigme qui aurait pu avoir lieu en entomologie, par exemple. On a cru, à un moment donné, on a pensé qu'en décalquant des ailes de papillons,
ça s'appelle des lépidochromies. On pourrait étudier les papillons sans avoir à les emmener dans des boîtes, parce que c'est assez contraignant d'avoir une boîte de papillons. Donc on a décalqué leurs ailes et redessiné leur corps. Moi j'ai beaucoup de planches de ce type-là. Finalement, on s'est rendu compte que d'un point de vue systématique et définition, ça n'avait pas trop de sens, puisque les critères n'étaient plus présents sur les planches. Je voulais donner 3 exemples sur ça je vais passer. Hop, un exemple sur les changements globaux et l'anthropocène. Voilà, les musées qui se mettent à jour. Je voulais parler du musée de Trente, par exemple, qui prend à corps les données de l'anthropocène et parle du dérèglement climatique dans ses collections, mais aussi dans ses thématiques de recherche globale. Le MNHN aussi prend à corps en fait les enjeux globaux pour le public, mais au sein de ces structures de recherche. Parler aussi du rapport à la nature qui évolue dans les scénographies. Par exemple, vous avez un exemple, là, on ne voit pas très bien, mais c'est au Canada, on oscille entre des expositions grandioses avec des résines, des parcs à la limite du parc d'attractions pour entrer dans la nature. Notre rapport à la nature, il est là au pied de notre terrasse dans un brin de pelouse, mais il y a aussi besoin de la magnifier, de la sublimer de manière totalement abstraite. Et puis je voulais en venir aussi quand même assez rapidement sur notre rapport à la nature par rapport aux peuples autochtones. Le Canada a travaillé un petit peu ça. Et récemment, moi, j'étais pas à l'IUCN, mais j'étais au Congrès international des muséums d'histoire naturelle, qui c'est comme les JO, il a lieu très rarement en France. Et on a abordé aussi la thématique très importante de la décolonialisation. Ça ne concerne pas que les objets ethnologiques en réalité. Vous prenez des objets collectés, exotiques de par le monde pendant la période coloniale, le regard doit changer aussi sur ces objets-là, pas uniquement sur un masque africain. Quand on parle par exemple d'un oiseau que j'ai pris ici en exemple, il est le témoin d'une répartition d'une espèce, il a été collecté pour une mission scientifique, on révise sa systématique, on publie, etc. En réalité, on peut le voir d'une toute autre manière, cet oiseau. On peut l'imaginer comme le témoin d'itinérance d'une mission, d'un roman, de l'histoire d'une expédition. Il a été chassé, il est le témoin d'un contexte colonial. Il a été ou pas autorisé à collecter sur le moment venu. En fait, il y a tout un regard, ça rejoint la première intervention sur le regard que nous portons aussi sur les objets. Et ça, les musées se questionnent énormément sur cette thématique-là. Un troisième exemple qui était plutôt rigolo sur un musée d'histoire post-naturelle qui va ouvrir en Europe, en Suisse, en 2030, et qui a comme objectif de collecter des collections spéciales, tout ce qui sont des objets qui ont été modifiés, par exemple, génétiquement, volontairement dans les laboratoires. Voilà, donc on s'ouvre à tout. On essaye d'explorer toutes les pistes. Les collections changent, leur matérialité et leur perception. Et puis je vais revenir rapidement, sinon mes collègues du MNHN vont m'en vouloir, puisque je suis chargée aussi de vous parler des structures qui existent pour parler des collections, et notamment de l'infrastructure de recherche Recolnat, qui est notre outil, notre base de données nationale autour des collections naturalistes. Donc je pense que certains d'entre vous connaissent déjà cette base, qui a été structurée à partir de 2002 et qui est désormais une infrastructure de recherche renouvelée en 2021. Le but, c'est de rassembler, de rendre accessibles toutes les collections naturalistes et leurs données pour la recherche. Donc c'est un corpus énorme de plusieurs millions de données, notamment la première phase de numérisation et d'informatisation a été faite sur les herbiers. On a plus de 400 000 types et figurés. Il y a des milliers de visiteurs, d'utilisateurs par an, des communautés qui font de l'enregistrement de données bénévolement et une validation des données scientifiques. Et il y a environ 1200 publications par an qui exploitent les données des collections naturalistes présentes sur cette base de données. Donc là, vous avez un exemple chez moi de mes collections à Besançon. On a une partie des herbiers qui est présente sur Recolnat. Là. Et je me dépêche. Voilà, toutes les villes qui ont participé. Mais ce qui était important, c'est de replacer Recolnat dans un projet bien plus large encore, qui est une base de données européenne qui s'appelle DISCO,
Et là, voilà, c'est toujours le même objectif d'arriver à travailler ensemble autour de toutes ces collections naturalistes, de créer un outil qui soit comparable à d'autres qui existent déjà dans le monde. Donc il y a 23 pays qui travaillent à ce programme qui est en cours, qui fera ses premiers pas d'ici quelques années. On regroupe en Europe plus d'1,5 milliard de spécimens. Ça regroupe 170 institutions et voilà, le projet est en cours de construction et j'espère que vous pourrez en bénéficier prochainement et faire parler les collections parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Merci à vous. Merci beaucoup et désolé pour vous avoir stressé. Je vais enchaîner sur École Nat justement et vous me disiez dans la préparation de ce moment, c'est qu'il y avait des enjeux et un enjeu important autour de la numérisation des données que vous avez en réserve dans vos collections et que finalement, à part quelques segments, il y avait quand même beaucoup de retard ou en tout cas peu d'éléments numérisés. Donc je veux bien que vous fassiez un petit point peut-être là-dessus et que vous me répondiez à ma deuxième question qui est liée à celle-ci, qui est la question des accès. Est-ce que ce que vous indiquez sur École Nat, tout le monde peut y avoir accès, y compris, je dirais, des gens qui ne sont pas du tout scientifiques ou d'une structure, c'est en libre accès ou pas? Oui, alors École Nat, c'est en accès libre, en ligne, il n'y a même pas besoin de login ou de connexion voilà, particulière. C'était tout l'intérêt en fait de rendre accessible la donnée. Aujourd'hui, alors voilà, vous pourrez ne pas être d'accord, mais on pense quand même que de manière globale, le partage de données est une forme de pouvoir. Et je pense que c'est important que vous l'entendiez aussi, peu importe les bases de données, il y a une forme de plus on saura, plus on connaîtra, plus on arrivera à défendre les sources et les lieux qu'on essaye d'étudier tous ensemble, chacun à notre niveau. Donc voilà, l'objectif, il est celui-ci. Et sur l'état d'avancement de la numérisation? Sur l'état d'avancement de la numérisation, alors nationalement, la décision a été prise de commencer par les herbiers parce qu'effectivement, ce sont les objets les plus fragiles. On ne les manipule pas voilà, comme on veut, donc la numérisation permet effectivement de les étudier plus facilement. Alors, je vais prendre mon cas personnel, d'établissement. J'ai 600 000 parts d'herbier et on a numérisé 17 000 parts. Voilà, ça vous donne un aperçu. Absolument. Vous avez encore du taf. Il y a encore une belle marge de progression, comme on peut bien le dire. Et c'est à peu près ça nationalement. Disons qu'il y a eu un premier tri. Voilà, quels sont les objets remarquables qui sont nécessairement à numériser pour la communauté scientifique et pas uniquement pour des questions historiques, esthétiques ou patrimoniales historiques. Ouais. Je ne veux pas vous lâcher sur ce moment-là sans que vous me parliez de géodiversité, parce que vous avez insisté, et à raison, je pense, qu'on parlait beaucoup de biodiversité, mais que la géodiversité passe souvent la trappe, ou en tout cas n'a pas la même attention. Et vous indiquiez qu'il y avait une initiative qui était portée aujourd'hui par un certain nombre de structures, justement en termes de collection, pour essayer de répondre à cet enjeu de préservation, en tout cas de connaissance de la géodiversité. Oui, je vais répondre en deux temps. C'est vrai qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais assez peu finalement de géodiversité. Et ce qui comprend beaucoup de choses, de la structuration de nos paysages aux minerais. Mais tout à l'heure, on a évoqué la ressource en eau. La deuxième ressource qui est menacée sur Terre, c'est le sable. Vous avez du sable partout, là, dans les parpaings, dans les verres de vos lunettes. Et ça, on en parle beaucoup moins. Et puis, oui, globalement, si je reviens sur le côté vraiment collection, on a créé un réseau qui s'appelle Géocol où le BRGM, l'IGN, l'IGN, le CNRS, les universités, l'IRD, les muséums d'histoire naturelle se retrouvent pour travailler
autour de ces collections qui ont été assez maltraitées, délaissées. On pensait qu'on pouvait retourner en expédition n'importe où, n'importe quand, ce qui n'est pas vraiment le cas. Et ça représente des millions et des millions d'échantillons. Donc il y a un gros travail national autour de toutes ces collections géologiques, de la poudre de lune aux carottes de forage glaciaire, ce qui implique un tas de structures et de manières de conserver différentes. Merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure pour la table ronde. Et j'appelle tout de suite Agnès Fougeron et Stéphane Puissant